Allora, iniziamo questo incontro che sarà in italiano e in francese, più in francese che in italiano. Iniziamo con Isabelle Donné e Giannis Kourtsakis. Isabelle Donné insegna alla McGill University di Montréal, è una saggista importante, critica letteraria, e si è occupata nei suoi libri soprattutto del romanzo del XIX e del XX secolo. E recentemente, come ho visto, ha vinto un premio molto importante per il saggio letterario in Canada. Giannis Kourtsakis invece è uno scrittore e saggista greco. Prima era saggista e poi scrittore romanziere. Ha scritto una trilogia molto importante, di cui in italiano abbiamo solo il primo tomo, che si intitola Come un romanzo ed è uscito da Crocetti qualche anno fa, mentre in francese esiste, diciamo, il primo e il secondo tomo. Allora, l'idea di base di questo incontro è un dialogo tra loro due, poi ci seguiranno altri dialoghi, e il dialogo parte sempre, almeno questa era l'idea, da qualche brano, qualche frammento di romanzo. In questo caso penso che il romanzo sarà quello di Giannis Kourtsakis, dove ecco, il tema della conoscenza romanzesca viene in qualche modo esplorato. Donc pour le français, je dis simplement que... Tout compris, bon alors. S'il y a des problèmes de traduction, il y a les deux, on a deux traductrices, bon, qui ne sont pas vraiment des traductrices interprètes, mais qui sont des traductrices aussi. C'est Francesca Lorandini et Simona Carretta qui vont nous aider à nous débrouiller. Je pense qu'il faut être, disons, très, très sage en tant que, bon, comme on va faire une traduction consécutive, alors j'espère que la chose ne va pas très, très alourdir notre dialogue. Bon, je pense que c'est tout, et je pense que Isabelle, comment tu es... Ah, une chose très importante, comme on est en enregistration, il faut parler dans les microphones, parce que sinon on n'enregistre rien. Bien, alors merci beaucoup Massimo pour cette invitation. Je suis ravie ce matin de pouvoir dialoguer avec Giannis Kourtsakis. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, merci Massimo pour l'invitation. Massimo nous a demandé à chacun de commencer nos interventions par la lecture d'un texte pour être, comme il dit, dans le concret. Et j'ai donc choisi de lire un extrait du premier roman, le premier volume de la trilogie de Giannis Kourtsakis, qui s'intitule en français, le titre français c'est le 10 colonnes, que vous connaissez en italien sous le titre Come un romanzo, et je vais donc lire quelques paragraphes de la fin du chapitre qui s'intitule « Qui était notre père ?» et je pense que Simona pourra vous donner la référence exacte dans la traduction italienne. Donc je dis. Ce passage donc, est situé à la fin d'un chapitre qui s'intitule « Qui était notre père ?» et je résume brièvement, très très brièvement, puisqu'on aura l'occasion de parler très précisément de la configuration des personnages, le narrateur. Okay. Très bien. Voilà, il faut le dire. Donc. Ok, je commence à lire. D'accord. Ma poi ritorni a una zia Maria o a una zia Cleonice, a una vecchina velata,
seduta in un angolo del cortile, che avrebbe potuto essere tua madre o la madre di tua madre, la tua patria. Tutto ti riporta a quel punto, a un cortile o a un vecchio porto, a questa casa che non hai mai visto e che però riconosci come se ti appartenesse, a questo fascio luminoso prodotto dal bagliore della lucerna a olio su una scala, questo spazio infinitesimale che diventa un mondo intero. Tutto ti riconduce a questo ricordo, tacito e inespresso, perduto nel tempo, in un altro tempo, al punto in cui la radice paterna si unisce a quella materna, al momento in cui non esistono il tempo né lo spazio, agli occhi neri di tuo padre e a quelli verdi di tua madre che ti guardano, indissolubilmente uniti mentre ti guardi allo specchio, all'istante inconcepibile del tuo concepimento. Tutto ti riconduce là, all'utero che ti ha generato o alla patria dove sempre aneli di tornare e che mai potrai raggiungere, al fantastico traguardo da cui un tempo credesti che la storia sarebbe potuta ripartire, vergine e intatta. Anche la storia, infatti, tutte le storie, rinvia costantemente a un principio leggendario che le illumina e le dà un senso. Ti è necessario tornare a quella vecchina, a quel cortile, a quel vecchio porto, alla casa dietro il porto. Ti è necessario risalire questa scala che in realtà non hai mai salito, seguirne sui gradini il fascio luminoso che non hai mai seguito, ma che, qualcosa ti dice, potrà svelarti il segreto della tua esistenza e dare un senso alla tua storia, dare un senso a tutte le storie. Prima infatti di percepire il mondo e la storia, devi scavare in te stesso, in questa memoria che si trasforma in leggenda. E prima di conoscere meglio il tuo io, quello che nasce dalla leggenda, devi indagare il mondo e la storia. Ecco quindi che la tua storia ti riconduce alla leggenda e la leggenda ha un'altra storia, o alla storia, e questo racconto, nato prima di tutto da te stesso e poi messo sulla carta, assume infine la forma di un romanzo, cioè di un'invenzione letteraria basata tuttavia su evidenze storiche. Ed ecco che solo il romanzo della tua vita può illuminare le leggende e la storia di questo mondo, perché quanto più ti avvicini alla radice del tuo essere, quella della leggenda, tanto più ti troverai di fronte al mistero del mondo e tanto più imparerai a conoscerlo, giacché è il mondo che ti ha creato. Alors, je vais à mon tour le lire en français pour ceux d'entre vous qui ne comprenaient pas l'italien. Donc, le passage se situe à la fin du chapitre Qui est notre Père, et le narrateur du livre, Yanis, qui est aussi l'auteur, mais c'est aussi un personnage de roman, c'est aussi le narrateur, essaie de retrouver le passé qui est le sien, et notamment les êtres qu'il a connus quand il était jeune, son père et son frère, mais plus encore. Et le passage qui vient d'être lu, que je vais lire, est une réflexion sur la façon de retrouver ces personnages. Questo passo che adesso la professoressa vi leggerà anche in francese, a parlare è il narratore, che allo stesso tempo in cui si riflette la figura dell'autore, Yanis, che si interroga sul suo passato, in particolare sulle figure di suo padre e di suo fratello, e in questo passo però spiega la maniera peculiare in cui lui si affronta questa ricerca del passato. Prego. Finalement, tu reviens à une tante Maria et à une tante Cléoniki, à une vieille femme en fichu assise au fond d'une cour qui pourrait être ta mère ou la mère d'avant ta mère, ta patrie. Tout te ramène en arrière, à une cour ou à un vieux port, à cette maison que tu n'as jamais vue, mais que tu reconnais comme si elle était tienne, à ce bandeau de lumière que la lampe à huile déroule sur un escalier, à cet espace infime que devient tout un monde. Tout te ramène à ce premier souvenir qui n'a jamais été dit ni écrit, qui erre et se perd dans les profondeurs d'un autre âge, à ce nœud où la racine paternelle se mêle et se noue à la racine maternelle, là où tout l'espace et tout le temps se réduisent à un point unique. Aux yeux noirs de ton père et aux yeux verts de ta mère qui te regardent, inextricablement mêlés avec ton propre regard quand tu le contemples dans le miroir, à l'instant inconcevable de ta conception.
tout te conduit là, à la matrice qui t'a enfanté, ou bien à la patrie que tu cherches à revenir, où tu cherches à revenir sans jamais y parvenir, à ce point de départ mythique, d'où tu as quelquefois l'illusion que l'histoire pourrait recommencer à zéro, vierge, inédite. Car l'histoire, toute histoire, te renvoie toujours à un commencement mythique qui l'éclaire et lui donne un sens. Il faut que tu reviennes à cette vieille femme, à cette cour, à ce vieux port, à la maison derrière le port. Il faut que tu gravisses à nouveau cet escalier que tu n'as jamais gravi, que tu regardes dans l'escalier ce bandeau lumineux que tu n'as jamais regardé, mais dont tu sens qu'il peut te conduire au tréfonds de toi-même, pour que tu donnes son sens à ton histoire, pour que tu trouves le sens qu'a pour toi toute histoire. Car pour éprouver le monde et l'histoire, il te faut d'abord creuser en toi-même, dans cette mémoire qui se métamorphose en mythe. Et pour connaître ton toi mythique, il te faut explorer le monde et l'histoire. Ainsi, ton histoire te conduit au mythe, et le mythe à une histoire ou à l'histoire. Et ce récit que tu tires de toi pour le développer sur la page blanche est en train de devenir un vrai roman, un dialogue du mythe et de l'histoire. Vois, dans ce texte où tout est issu de ta vie et de celle des tiens, tout ce que tu croyais connu, les personnages, les événements, les situations, te paraît soudain inconnu, exotique. Même l'histoire de ta vie t'est inconnue, puisque tu la lis seulement maintenant dans ce livre, appelle-le si tu veux autobiographie, ou la vie, bio, se transmet en écriture, graphie. Même si rien n'y est inventé, tout pourtant y est mythique. Non parce que tu l'as altéré ou mêlé à des créatures sorties de ton imagination, mais parce qu'à partir du moment où tu écris, tout prend une nouvelle signification qui jusqu'alors t'échappait et qui néanmoins préexistait en toi. Dans ton premier moi mythique et secret qui s'éveille peu à peu et aspire à devenir écriture, histoire, connaissance, quand bien même cette connaissance se limiterait à une interrogation, qui était notre Père? Une connaissance qui a sa source en toi et qui pourtant ne cesse de te dépasser, de te déporter vers les autres, vers le monde. Oui, seul ton roman personnel est capable d'éclairer à tes yeux les mythes et l'histoire de ce monde. Car plus tu t'enfonceras en toi pour atteindre la racine mythique de toi-même, plus tu te rapprocheras de l'inconnu, du monde, et mieux tu le connaîtras, toi qui es fait de ce monde. Alors, ce passage me semble important, mais il y en a beaucoup d'autres de semblables dans le livre, dont Yanis pourra nous parler, parce qu'il explique la découverte d'une forme, la découverte du moyen par lequel le narrateur peut retrouver son histoire. Questo passaggio è molto importante nel romanzo, anche se non è l'unico che mostra appunto quello che quello di cui la professoressa sta parlando, ma è uno dei momenti in cui il narratore si interroga e scopre la forma, il mezzo che seguirà per conoscere la sua materia romanzesca, cioè in questo caso il passato. Alors, cette forme, il faut la distinguer ça me semble important ici de distinguer ce passage de ce qu'on voit trop souvent dans certains romans ou certains écrivains qui disent comment ils sont en train d'écrire leur roman ou en train de raconter un roman en train de se faire. Ici, ce qu'il faut savoir, et Yanis pourra nous en parler, c'est que l'auteur, le narrateur, n'a pas à l'origine le désir d'écrire un roman. À l'origine, le désir, c'est de retrouver une histoire, de retrouver les siens, de retrouver un passé, sa place dans le passé et le lien qui l'unit à ce passé. Et au moment d'écrire le livre, la forme romanesque lui apparaît, et donc une découverte en train de se faire. Non bisogna confondere questa scoperta della forma descritta in questo passaggio con il solito metodo di alcuni scrittori che spiegano come hanno composto il loro romanzo. Beh, perché la caratteristica, ecco, in questo caso ciò che distingue il romanzo è il fatto che in origine l'autore non aveva l'obiettivo di scrivere un romanzo, aveva l'obiettivo di interrogarsi e di scoprire il suo passato, quindi il romanzo si presenta appunto come la forma per arrivare a condurre la sua riflessione. Alors, cette découverte du roman, elle est au fond inattendue. Il n'y a pas, comme je le disais, le désir de trouver un roman, ça se découvre au fur et à mesure. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir de quoi est faite cette découverte. Et le plus important, me semble-t-il, c'est que le narrateur découvre qu'il devient lui-même un personnage de roman et que les êtres
qui l'entourent, dans le passé, son frère, son père, mais aussi cette tante Maria, mais aussi ses ancêtres, deviennent tous des personnages de romans. Et que c'est en devenant des personnages de romans qu'ils peuvent se rencontrer, qu'ils peuvent s'unir, parce qu'ils deviennent faits de la même durée, de la même qualité. C'est une manière pour eux d'exister de la même façon, avec la même qualité d'être. Sì, quindi si tratta di una forma inattesa che l'autore scopre di volta in volta. Vediamo quindi il primo aspetto caratteristico per capire da cosa è fatta questa forma. Innanzitutto il fatto che il narratore nel raccontare si scopre come personaggio e nel ricordare anche gli altri familiari, scopre anche loro come personaggi, e quindi è il fatto di riconoscersi tutti in questa sostanza, con questa sostanza fittizia di personaggi, che permette al narratore di poter condurre la sua scoperta. Questa è la forma, quindi la forma del personaggio. Alors ici, je vais lire une courte citation, j'ai pas la page, mais c'est quelques lignes qui vient exprimer cette idée. Oui, en même temps que la rencontre s'accomplit, donc la rencontre de Yanis avec tous les êtres qui ont peuplé son passé, mais qui continuent de peupler le présent, qui sont toujours en lui. Donc oui, en même temps que la rencontre s'accomplit, en même temps que ton frère et tout est mort, mais toi aussi le survivant, vous vous transformez tous en personnages de roman, tu sens que vous devenez tous lointains, toujours plus lointains. Tu vous vois tous flotter dans une lumière étrange, irréelle, comme si vous arriviez d'un autre monde, ou comme si vous cheminiez vers un autre monde, comme si vous receviez une vie différente de celle que vous avez vécue et que tu vis encore. Un esempio di quello che appunto dicevamo prima sulla scoperta, sul tipo di scoperta del narratore, è in questo piccolo passaggio. Sì, allo stesso tempo, mentre l'incontro si compie, mentre tuo fratello e tutti i tuoi morti, ma anche tu, il sopravvissuto, vi trasformate tutti in personaggi di romanzo, tu senti che diventate allo stesso tempo tutti lontani, sempre più lontani. Vedi tutti fluttuare in una strana luce irreale, come se arrivaste da un altro mondo, o come se camminaste verso un altro mondo, come se ricevesti una vita diversa da quella che avete vissuto et que tu vivi ancora. Merci. Alors le thème de cette journée, c'est la connaissance romanesque, et vous avez peut-être remarqué dans le plus long passage que j'ai lu que ce terme, cette idée de connaissance survient. C'est une connaissance qu'apporte le roman, et c'est au fond la réflexion qui doit être la nôtre aujourd'hui. Comment, en se transformant en personnage de roman, une connaissance advient. Et il me semble qu'elle advient précisément de cet éloignement, qui n'est pas seulement un éloignement. Tous reculent dans un même temps qui devient un temps romanesque, un temps autre, un espace autre. Mais cet éloignement est aussi une forme de proximité. C'est une manière de faire venir à soi un monde plus lointain et d'aller retrouver dans ce monde plus lointain des éléments qui, par la seule mémoire, n'adviendraient pas. C'est très proustien comme expérience, et je sais que Yanis est un lecteur de Proust. Il pourra nous en parler. Oui, c'est le Proust grec. C'est à la recherche du temps perdu qu'il a écrit. Et j'aime beaucoup cette idée, cette image d'une lumière étrange, irréelle, et surtout d'un autre monde. Le roman est une façon de tout transposer dans un autre monde, mais unifié. Et par quoi une connaissance peut advenir, et je vais laisser la traduction. Il tema della giornata di oggi è la conoscenza romanzesca. Quindi in questo caso la professoressa sta esplorando questo aspetto attraverso questa trasformazione che può avvenire tramite appunto la riconversione della propria persona in personaggi. È come se, come spiega questo passaggio, proiettarsi in personaggi equivalesse a trasferirsi in un mondo lontano, diverso, e in questa maniera però tramite l'immaginazione diviene possibile recuperare paradossalmente ricordi che con l'uso abituale della memoria non potrebbero essere recuperati. In questo senso si può paragonare questo procedimento un po' alla trattazione della memoria da parte di Proust,
Soprattutto un'immagine che a Isabelle Daunet piace molto di questo passaggio, questa luce irreale, strana, in cui appunto tutti vengono immaginati e che rivela poi appunto degli aspetti nuovi. Alors je vais peut-être laisser la parole à Yanis à partir de cette réflexion sur un autre monde. Merci. Merci aussi à l'Université de Trento et à Massimo Rizzante spécialement de nous avoir invités ici. C'est un groupe qui réfléchit depuis des années sur la connaissance romanesque déjà. Et en lisant le considérant de ce colloque, je voyais qu'il y avait une citation de Brock d'abord, Hermann Brock, « La confession n'est rien, la connaissance est tout ». Et ensuite, une citation de Proust, « Le moi qui raconte sa vie ne coïncide jamais avec le moi qui écrit son roman ». Alors ça, c'est très important parce que... Je peux traduire? Oui, bien sûr. Innanzitutto grazie per l'invito. Siamo qua un gruppo che riflette da anni sulla conoscenza romanzesca e vorrei partire dalle due citazioni che c'erano all'interno della presentazione del convegno e del seminario. La prima citazione è una citazione da Brock che però non ho sentito, posso... per dirla giusta, per dirla esattamente. La connaissance è tu. La confessione non è niente, la conoscenza è tutto. E l'altra citazione, la famosa citazione di Proust, è quella che Lio che racconta la sua vita non coincide mai con Lio che scrive il proprio romanzo. Voilà. Tout ça, je ne pouvais pas le savoir au moment où je commençais. C'était vraiment un désir depuis très longtemps, je dirais depuis l'enfance, depuis l'adolescence, d'écrire un roman. Enfin, lorsque j'étais enfant, un roman, c'était Jules Verne. Ensuite, c'était la poésie, mais je n'ai jamais publié. C'était d'écrire un livre. Alors, c'est un livre littéraire. J'avais fait des essais qui étaient plutôt études, presque sciences humaines, disons, même si j'étais autodidacte. Et puis soudain, il y a ce désir d'écrire un roman où il y a plusieurs finalités, d'écrire un livre dont j'ignore le genre, si vous voulez, la qualité, l'identité. Un livre littéraire, simplement, c'est tout ce que je sais. Et ce livre, c'était le moyen d'accomplir plusieurs fins liées à la vie, c'est-à-dire la dette envers les morts, se connaître soi-même, retrouver le temps perdu, tout ce que vous voulez. C'était des buts qui tiennent à la vie, mais comme ces buts qui tiennent à la vie ne pouvaient être accomplis que par un livre, donc le livre qui était le moyen de les accomplir devient la fin de la vie elle-même. Donc là, je rejoins une réflexion de Marek, qui a parlé de mon livre, et il a dit que le livre et le moi qui écrit le livre sont identiques. Alors, c'est très important, mais j'arrête pour la traduction. Allora, non sapevo, fin dall'infanzia non sapevo di voler scrivere esattamente un romanzo, volevo scrivere un libro ma non sapevo cosa. E prima, diciamo, il mio riferimento primo fu Jules Verne e poi la poesia. Volevo scrivere un libro. Ho scritto dei saggi, prima di tutto, ho scritto, diciamo, di quell'ambito che si chiama sciences humaines, cioè le materie umanistiche, insomma, in francese, però volevo scrivere un libro di cui ignoravo il genere, la qualità. Era per me un mezzo però per compiere alcune cose, varie cose, tra cui il mio debito verso i morti, riconoscere alcune cose e conoscermi soprattutto. E è per questo motivo che il libro stesso è divenuto in qualche modo il fine stesso di tutto. Ci tiene a citare a citare Marek Bianchik, che ha detto una volta che nel suo libro, come un romanzo, il libro e l'io che scrive sono identici. Je disais que c'est très important parce que justement c'est un roman atypique, disons, atypique, parce que c'est autobiographique en principe. Donc c'est pour ça que je dis le moi qui raconte sa vie et le moi qui écrit le roman de sa vie, c'est pas le même. Et c'est important parce que je l'ai découvert en écrivant, je ne savais pas, mais j'ai résisté pendant plusieurs années
à l'idée d'écrire une autobiographie. Je ne voulais pas écrire une autobiographie. Je ne voulais pas raconter ma vie, l'histoire de ma vie. Je voulais faire de ce que j'ai vécu, de cette expérience, une œuvre dont je ne savais pas l'identité, je le répète. Ce qui veut dire que, conformément à cette phrase de Marek Bianchik, l'apprentissage littéraire, l'apprentissage de l'art du roman, que j'ignorais complètement, et l'apprentissage de la vie coïncident, l'apprentissage de soi-même, la connaissance. Donc c'est une connaissance assez atypique parce que ces personnages sont réels, mais ils sont réels tout en ne les connaissant pas. Et là, il y aura une idée qu'on traitera peut-être plus tard, si on a le temps avec Isabelle, le hasard romanesque. C'est une idée qui vient de Lakis, où il dit que l'homme romanesque, c'est l'homme... d'une phrase que je ne comprenais pas au début, mais peu à peu, en relisant son livre, dans son dernier livre sur Rabelais, je comprends. L'homme romanesque, c'est l'homme sérieux, c'est l'homme non sérieux. L'homme non sérieux, c'est l'homme sérieux plus le hasard, ce qui échappe à la gravité du logos, dit-il, et qui résulte de la rencontre hasardeuse avec une autre personne. Alors, l'autre personne s'installe en moi. Excusez-moi, mais j'ai trop dit. Okay. Allora, è molto importante sottolineare il fatto che questo romanzo è un romanzo atipico. È un romanzo autobiografico, ma l'io, come si diceva prima citando Proust, non è lo stesso. E ci tengo a dire che non volevo scrivere un'autobiografia. Per anni ho resistito al fatto di scrivere un'autobiografia. Io volevo fare un'opera della mia esperienza. Come dice Marek, l'apprendistato del romanzo e l'apprendistato della vita coincidono. I personaggi di cui parlo sono reali, ma non li conosco. Si creano nel romanzo stesso. E conclude citando la Chris Proghidis e il suo ultimo libro su Rabelais, di cui avremo occasione di parlare oggi. Dice, c'è questa citazione che lui non ha ancora capito completamente, ma la sta capendo man mano che ci ripensa e che la rilegge. E la Chris dice che l'uomo romanzesco è l'uomo non serio più il caso, è l'uomo che sfugge al logos e è l'uomo che risulta dall'incontro casuale con un altro uomo. Encore un mot avant de passer la parole à Isabelle. Isabelle a insisté beaucoup sur cette idée que Yanis Kurtzakis ne veut pas écrire un roman de pareil. C'est ce que je dis dès le départ. Je ne sais pas ce que ce sera ce livre. J'aurais voulu vous lire un passage, mais il est trop long, donc je vous le laisse, mais vous l'avez en italien. C'est le tout premier passage du livre, le 10 colonnes, qui est très important parce que c'est la matrice pas seulement du roman, mais de toute la trilogie. Et alors là, il y a ce thème du mort, du vivant qui porte le mort sur son dos. Moi, j'avais écrit dans mes études sur le carnaval et le théâtre populaire grec, beaucoup de choses sur le carnaval, et cette figure m'avait fasciné sans comprendre pourquoi. Cette figure du double dos, comme elle dit. C'est un homme, un personnage de théâtre populaire, qui porte sur son dos constamment le corps de son frère mort. Et c'est ça l'éclair qui m'a donné, l'étincelle qui m'a offert l'aventure romanesque, justement. Un'ultima cosa, allora, Isabella ha insistito molto sull'idea che non volevo scrivere un romanzo, e è vero, è molto importante, e vorrei leggervi il primo passaggio, però forse non c'è tempo. Comunque il primo passaggio proprio del libro, tradotto in italiano come un romanzo, perché non solo è la matrice di questo libro qua, ma proprio dell'intera trilogia. E in questo primo passaggio compare l'immagine di un uomo che porta un morto, cioè il fratello, poi sulla sua schiena, sulle sue spalle. E
avevo scritto molto nei miei saggi sul carnevale, sui personaggi del teatro popolare, e in effetti questo Di Colon è un personaggio del teatro popolare che porta sulle spalle un morto costantemente, il suo fratello morto. Alors, le clair, c'est que je me suis rendu compte que c'était moi, ce personnage. Et que tout ce temps où j'écrivais une soi-disant étude scientifique, un essai, enfin, très sérieux, j'étais l'homme non sérieux, si on peut dire, qui portait le corps de son frère mort sans le savoir lui-même. À partir du moment où il découvre ça, il y a une aventure qui commence, et alors qui dure très longtemps dans le temps. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. C'est pour ça que cet apprentissage, je disais, littéraire, c'est un apprentissage de la vie en même temps. Parce que bon, élément autobiographique, je ne peux pas m'empêcher. Je suis un homme un peu retiré de la vie, disons, active. Donc, mon expérience vient surtout du fait que je vieillis dans ce monde, quoi, et que je vois les choses, et que j'observe. Voilà. Alors, c'est la mémoire qui revient pour éclairer, et c'est peut-être le thème, pour éclairer le présent. Niente, mi sono reso conto che questo personaggio che porta il fratello sulle spalle, sulla schiena, ero io. E io quindi potevo fare l'uomo serio finché volevo, scrivevo studi scientifici, facevo grossi, insomma, saggi importanti, però ero io l'uomo non serio che invece di parlare, diciamo, oggettivamente parlava di sé. Parlava di suo fratello, del fratello morto che portava sulle spalle. Da lì comincia l'avventura, la sua avventura romanzesca. E è per questo che ho potuto dire prima che l'apprendistato letterario coincide con l'apprendistato della vita. L'esperienza per lui cos'è? L'esperienza è invecchiare, osservare il mondo e servirsi della memoria per illuminare il presente. Alors, je vais enchaîner avec ce qui vient d'être dit. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, que ton roman est atypique. C'est vrai, mais il est très important de comprendre ce que tu veux dire par là. Parce que d'habitude, quand on dit un roman est atypique, on se dit, voilà, il y a toute la tradition du roman, on a des modèles de roman en tête, et puis un roman atypique, c'est un roman qui cherche très fort à être différent de ce qui s'écrit, pense-t-on d'habitude. Là, le processus est inverse. Ce qui fait, pour moi, du Di Colon une œuvre à la fois très belle, mais aussi très importante pour tous ceux qui s'intéressent au roman, qui veulent comprendre ce qu'est le roman, c'est que c'est un mouvement qui va vers le roman, qui découvre le roman. Donc c'est atypique par anticipation. C'est pas atypique parce que, voilà, il existe le roman réaliste du 19e siècle, on va essayer de faire autre chose. La découverte, on s'en va vers le roman. Donc c'est un roman qui n'est pas tout à fait achevé, qui en même temps est achevé. Donc en même temps que le roman est une découverte, nous découvrons aussi le roman à travers ce processus. Sì, prima di continuare il dialogo, Isabelle Daunet voleva fare un'osservazione su in che senso, il senso in cui il romanzo di Kyriakis sarebbe atipico, perché molti romanzieri oggi descrivono le loro opere come atipiche, ma che significa? Nel caso di Kyriakis la particolarità è che si tratta comunque di uno slancio che va verso il romanzo, cioè Kyriakis scopre il romanzo in una maniera nuova, e ciò fa sì che anche noi lettori scopriamo insieme all'autore il romanzo. Merci. Alors, ce qu'on découvre en lisant le livre, le roman de Yanis, c'est ce dont est fait un roman. Enfin, certains éléments dont est fait un roman. Et on a eu l'occasion, Yanis et moi, d'en parler. Et j'ai écrit aussi un texte, ça a été ma première réaction en lisant le Di Colon, enfin une des mes premières réactions, c'est la place qui occupe les morts. L'important, c'est le thème, c'est le grand objet du livre, de retrouver les morts. Et ça me semble un élément fondamental du roman que de nous faire retrouver les morts. Et je ne dis pas la mort, je dis les morts en tant qu'êtres vivants. Alors dans ce cas-ci, c'est le père, c'est le frère, mais c'est aussi la vieille tante Clara, la vieille femme en fichu assise au fond d'une cour qui pourrait être ta mère ou la mère d'avant ta mère. Ce sont les mythes,
c'est la tradition, ce sont des mondes disparus. Alors il n'y a absolument rien de macabre dans ces morts, au contraire, c'est une façon de rendre vivant et de faire advenir dans un même temps des mondes disparus, un monde défunt mais qu'on rend vivant du même coup. Et pour moi, c'est une réflexion essentielle parce que peu d'autres formes de connaissances que le roman nous donnent un tel accès aux morts qu'on rend vivants. Ça n'est pas la même chose que l'archéologie, ça n'est pas la même chose que l'histoire, c'est une manière de les rendre vivants et de les faire vivre en nous. Et donc il y a une connaissance du passé qui est propre au roman et qui doit être encore explorée. Questo qualcosa che noi scopriamo attraverso il romanzo insieme all'autore è per esempio il tema che secondo Isabelle Daunet è centrale, e cioè il posto che occupano i morti nei nostri pensieri. Lo scopo del romanzo quindi sembra proprio quello di aiutarci a farci ritrovare i nostri morti, non la morte, ma i morti come esseri viventi, i morti che abbiamo amato, i familiari, la madre, la zia, questi mondi scomparsi che il romanzo può restituire. Non si tratta di una passione macabra assolutamente, perché si tratta semplicemente di un'operazione dell'immaginazione che il romanzo rende possibile, ossia quello di far ritornare in vita i mondi scomparsi. E effettivamente soltanto il romanzo può riuscire a facilitare l'accesso ai nostri morti in una maniera ovviamente molto diversa da quello che fa l'archeologia. Cioè, il romanzo ha la sua maniera peculiare di restituirci gli scomparsi. Alors je vais laisser la parole à Yanis qui veut poursuivre sur cette idée donc de ces morts que l'on rend vivants, de ces morts qui adviennent dans un même temps que celui des vivants et que le roman permet. Cette idée de la mémoire et de la disparition et de retrouver le temps perdu est très importante. Et Isabelle a écrit un très bel article critique sur mon livre, Le 10 colonnes, justement, qui est paru dans l'atelier du roman. Mais ensuite, moi, j'ai découvert un livre d'Isabelle qui s'appelle Les grandes disparitions. Et là, j'ai vu une autre rencontre. Parce que c'est très, très important, l'ancrage du roman, de la mémoire. Pardon, oui. Pour Isabelle, il y a une hypothèse fondamentale de son livre qui est que le roman est une forme de résistance au principe d'indifférenciation et d'aplanissement qui gouverne le monde actuel. On en parlera après. Et ensuite, c'est aussi c'est un autre thème. Excusez-moi. Mais en tout cas, l'histoire des morts et l'histoire de la mémoire est très très importante pour mon livre. Et cette histoire du double, qui est le mort en soi et moi-même dans le mort, est très révélatrice parce qu'elle vous ouvre des perspectives vers l'autre en général, l'autre, et c'est pour ça que le 10 colonnes revient dans tous les tomes de la trilogie, et revient vers l'avenir, c'est-à-dire, le passé me fait voir l'avenir et sentir l'avenir. Le lien fraternel que je vis dans le roman, beaucoup plus que je ne l'ai vécu dans la vie parce que je n'ai pas eu le temps de le vivre, ce fait m'ouvre à autrui, c'est-à-dire je sens l'intimité du frère avec l'intimité de tous les autres. Si bien que c'est finalement le lecteur qui est le nouveau 10 colonnes. Et là, je vais lire un passage que je vais le donner à... Comme ça, tu le verras, un court passage qui est dans la fin de la trilogie. Tu traduis d'abord je traduis, ce que j'ai dit, et puis tu peux voir ça après. Ok, vous pouvez lire. Oui, je peux le lire. Et puis oui. je traduis tout. D'accord. Comme je marchais dans la pinède solitaire du Nil, cette idée m'a traversé l'esprit. L'autre que je recherche depuis le commencement de cette œuvre ne peut être finalement que le lecteur.
C'est en lui que je devrais me métamorphoser dans la dernière partie de mon travail, où mon moi se retirera de plus en plus clairement au profit du monde. C'est lui qui devra créer avec moi le nouveau dicolone, le double do, quand j'aurai quitté la vie, et c'est seulement si un homme au moins dans le monde le comprend que l'œuvre aura atteint son but. Ainsi, en parlant dès le début de mon frère mort, je n'avais peut-être pas d'autre but que de parler en me rapprochant de la fin, du lecteur qui n'est pas encore né. Ricomincio riprendendo questa idea della memoria, della scomparsa, della disparizione e del fatto di ritrovare il tempo perduto. Con Isabelle Daunet ci siamo capiti subito. Lei ha scritto un bell'articolo sul mio libro nell'Atelier du Roman, ma soprattutto laddove ho scoperto la comunione di interessi e diciamo la vicinanza con Isabelle è in un suo libro, e di cui ha letto una citazione la citation d'Isabelle Daunet, je voudrais la traduire, c'était le petit passage no, ça c'est la Kiss. On lira après. On lira après. Ok, aveva letto una citazione, però la leggeremo dopo perché riguarda altro. Diceva appunto la storia è una storia di morte, una storia della memoria e la storia del doppio. Il morto dentro di sé e io stesso che sono nel morto. Questo tipo di concetto, questa immagine vi apre verso l'altro. L'immagine di questo Dicolon torna in tutta la trilogia e sta a significare, tra le altre cose, che il passato mi fa vivere il presente e mi apre verso l'avvenire. Il senso di intimità che io sento con il fratello morto è un'intimità che mi apre, che io posso sentire con gli altri, che mi apre agli altri. Ha letto un brano della fine della trilogia che adesso vi leggo e che proprio sottolinea questo rapporto, diciamo, col lettore. Mentre camminavo nella pineta solitaria dell'isola, quest'idea mi ha attraversato la mente. L'altro che cerco dall'inizio di questa opera non può essere altri che il lettore. È in lui che mi dovrei trasformare nell'ultima parte del mio lavoro, in cui laddove il mio io si allontanerà, si ritirerà sempre di più per lasciare spazio al mondo. È lui, il lettore, che dovrà creare con me il nuovo Dicolon quando avrò abbandonato la vita, lasciato la vita. E se è solo su un uomo, basta che un solo uomo nel mondo capisca che quest'opera, che questo concetto, questa cosa, allora in quel momento quest'opera avrà raggiunto il suo scopo. In questo modo, parlando fin dall'inizio di mio fratello morto, non avevo forse altro scopo che parlare, avvicinandomi alla fine, del lettore che non è ancora nato. Merci. Bravo. C'est bon. Tu traduis tout de suite. Très bien. Je cherche le passage que je vais lire. On passe à la deuxième partie. Non, c'est pas celui-là. Double exil. C'est double exil. Je cherche le passage. Questo l'ho già tradotto. Alors là, c'est dans le deuxième livre, Double Exil, qui n'est pas traduit en italien. En grec, ça s'appelle Nous les autres. Pas nous et les autres, nous les autres, le titre original grec. Et là, il s'agit de la découverte d'une fête populaire, le carnaval, à l'île de Skyros, qui est très... Enfin, qui est très lié à mon travail et à ma vie, parce que j'y vais tout le temps pour travailler, pour écrire. Tu peux traduire ça? Oui. Adesso leggerà un brano da Double Exil che non è tradotto in italiano, è il secondo volume della trilogia. In greco il titolo è Noi gli altri, non noi e gli altri, ma Noi gli altri.
In questo libro si tratta della scoperta di una festa popolare e succede a Skyros, che è un luogo per lui importante in cui lui si ritira a scrivere. Voilà, alors je vous lis le passage. Vous avez la traduction? Ah, Déjà fait. Donc, vous êtes très avancé technologiquement, ça. Così voi potete seguire senza che lo rilegga. La note, c'est ça, ça commence par la note. Voilà, era già quella per me. La nuit était déjà tombée lorsqu'ils accostèrent à Linaria. Le petit bateau avait essuyé une tempête et le trajet avait été plus long que jamais. Il faisait froid. Le vent forcissait au moment où ils montèrent dans l'autobus d'Eglinguet qui devait les conduire de l'autre côté de l'île. Le temps était à la neige. Ils finirent par arriver à Molos. Ils installèrent leurs affaires comme ils purent dans la pièce ronde qui se trouvait à mi-hauteur du moulin à vent, désaffecté, face à la mer déchaînée, plongée dans les ténèbres, puis partirent vers le village. Sur le petit pont qui enjambe la rivière, ils rencontrèrent 3 garçons déguisés. Ils ressentaient une curieuse impression quand l'un d'entre eux lui cria « Penche-toi un peu, pépère, que j'ai quelque chose à te dire !» et il lui susurra dans l'oreille une chanson obscène. « La petite chatte de ta mère ne veut pas un vite de grand-père !» La suite de la chanson se perdit dans un éclat de rire général. Comment ces gosses pouvaient-ils dire de pareilles obscénités? Ils gravissaient le vieux chemin empierré en tenant une lampe de poche qui éclairait leurs pas et le bord du précipice. Les montagnes qui leur étaient familières avaient disparu dans la nuit noire. Les nuages s'étaient amoncelés, le vent ne cessait de forcir. Soudain, ils se retrouvèrent à l'entrée du village où le vent violent s'engouffrait dans les ruelles serpentines entre les maisons blanches. Tel un fauve invisible, il vous poussait en sifflant, se calmait un instant pour se déchaîner ensuite de plus belle, et il vous poussait à nouveau en sifflant sans relâche. Devant eux, une petite vieille ratatinait, la tête enveloppée dans son foulard, avançait d'un pas hésitant, s'appuyant d'une main sur le mur cholet comme si elle craignait d'être emportée par la bourrasque, en serrant de son autre main contre sa poitrine un fagot de brindilles pour le feu de cheminée. Par la fenêtre de la petite maison, on apercevait la lueur de la flamme qui tantôt s'avivait, tantôt retombait, éclairant au fond de la pièce le sofa de bois couvert d'une paillasse. Puis, la rue devint déserte. Ils marchaient envoûtés dans le silence, dans l'odeur de bois brûlé, à la faible lueur des veilleuses. Et le vent sifflait, se faisait de plus en plus menaçant, comme s'il avait voulu emporter le village. Arrivés sur la place, ils s'étaient réfugiés dans un café pour se réchauffer. Ils avaient eu le temps d'échanger quelques mots avec les gens du coin qui sirotaient un verre. Une tablée d'amis leur avait offert à boire. Ils regardaient maintenant avec curiosité, tantôt les visages empourprés des habitués, tantôt les vitres recouvertes de givre, étourdis par le vin, les voix, la fatigue du voyage, la sensation de chaleur qu'ils sentaient envahir leur corps après un si grand froid. Au fond du café, près du poêle, un vieil homme édenté s'égosillait, psalmodiait un air étrange que tout le monde appelait la chanson de Corella, une chanson de carnaval, mais lente et plaintive, presque un chant funèbre. Il ne cessait de la répéter obstinément, comme s'il avait été le dernier à se la rappeler, le dernier à pouvoir la chanter. Soudain, au bout de la ruelle qui montait se perdre sur les hauteurs, retentit, sortit d'on ne sait où, un tintement fracassant qui devenait de plus en plus assourdissant au fur et à mesure qu'il approchait. Un masque de bouc jaillit de l'obscurité et se dessina sur la vitre embuée. Puis un autre encore. Les bâtons de berger heurtèrent le seuil. La porte sembla s'ouvrir toute seule. Les 3 hommes masqués s'engouffrèrent dans la pièce comme des bêtes sauvages. On pouvait les voir maintenant vêtus de pied en cap, avec leurs chaussures à brides et leurs chaussettes hautes de laine blanche, leurs peaux de mouton et leurs capuchons, leurs masques faits d'une tête de bouc noire et blanche, leurs chapelets de clarines qui tintaient toutes en même temps, tandis que les vieux, c'est ainsi que tout le monde les appelait, dansaient et sautaient comme des diables, en faisant un tel vacarme qu'ils crurent un moment qu'il allait leur crever les tympans et briser les vitres. L'autre monde venait de surgir de la nuit dans ce petit café de Skyros. Donc j'aimerais enchaîner à partir de ce texte qui
est intéressant à plusieurs égards. D'abord, on a une belle illustration de ce qu'est cet autre monde, ce monde disparu, le monde folklorique d'une fête dont on a gardé la mémoire dans une petite île grecque, l'île de Skyros, et qui est essentielle au narrateur, qui redécouvre à travers elle ce passé, ce monde disparu, et qu'il va rendre vivant au sein du roman. Et cette petite ville de Skyros, elle s'oppose à la fois thématiquement et temporellement à une autre ville, une ville belge qui s'appelle Gembloux, où le frère du narrateur a étudié quand il était au début de la vingtaine. Et ce sont deux villes qui vont être mises en rapport l'une à l'autre dans l'œuvre de Yanis. Je vais poursuivre après la traduction. Sì, il passaggio appena letto è proprio l'illustrazione di questo mondo scomparso, questo mondo folcloristico. Il narratore in quel momento si trova a Skyros, quest'isola greca, che nella sua opera è opposta ad una cittadina invece belga, che si chiama Gembloux, che è una cittadina presente nei suoi ricordi perché è quella in cui il fratello maggiore aveva studiato da molto giovane, quando aveva 20 anni. E questa opposizione si ritrova anche in un altro passaggio. Alors, Skyros et Gembloux, dans l'œuvre, ce sont deux lieux que tout oppose. Skyros, l'île grecque de l'ancien monde, monde lumineux, monde de la patrie, monde de tout le temps qui vient de très loin jusqu'à aujourd'hui, mais qui est en voie de disparition. Et Gembloux, c'est la ville européenne, la ville moderne, la ville vers quoi le narrateur lui-même, jeune homme, veut aller pour s'ouvrir au monde, comme on le veut l'expression convenue. Mais ce sont deux mondes tout à fait différents, mais qui communiquent à l'intérieur du roman, qui communiquent parce que c'est la même conscience qui les habite, qui passe de l'un à l'autre, et ces deux mondes communiquent parce qu'ils sont différents. Or, l'ironie du sort veut, et c'est ce que nous a appris Yanis, que par les grandes voies européennes, les deux villes ont été jumelées. Comme les villes sont souvent jumelées, ce qui est une ironie du sort, puisque bien entendu, Yanis ne pouvait pas prévoir que 30 ans ou 40 ans après, les deux villes seraient jumelées, mais que dans ce jumelage, justement, vient s'effacer toute la différence entre les deux villes. Skyros, Gembloux, jumelés, c'est au même espace européen, un même espace moderne de communication. C'est là qu'on retrouve le thème de l'aplanissement du monde qu'évoquait tout à l'heure Yanis. Sì, perché queste due città, questi due luoghi sono in opposizione, Skyros e Gembloux. Skyros rappresenta il mondo che sta scomparendo, il passato, il mondo luminoso, il vecchio mondo. Gembloux rappresenta invece la piccola cittadina moderna, l'Europa, soprattutto per appunto il giovane greco che va a compiere i suoi studi lì, quindi il luogo del futuro. Quindi due città molto diverse che però comunicano e sono comunicanti, appaiono comunicanti al narratore proprio in ragione di questa differenza. Come però ci spiega il narratore, ad un certo punto, ironia della sorte, Gembloux e Skyros vengono gemellate per uno di questi gemellaggi che sono tipici dei nostri tempi, e questo gemellaggio ha l'effetto di quello che Chrysiakis chiama appianamento delle differenze, cioè cancella tutte queste opposizioni che appunto prima erano ben visibili. Alors, c'est intéressant cette ironie du sort, parce que Gembloux et Skyros jumelés, ça vient dire au fond qu'il y a un seul monde. Il n'y a plus qu'un seul monde, sans frontières, sans distinction. On peut passer de l'un à l'autre sans changer de monde. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de périphérie. Tout est unifié. Et je parlais tout à l'heure du roman qui, parce qu'il nous donne accès au passé, parce qu'il fait vivre les morts en nous, permet une forme d'unité, mais il s'agit justement de deux unités tout à fait différentes. L'unité de Gembloux et de Skyros jumelée par décret européen vient dire précisément un aplanissement, un effacement de toute distinction. Alors que le Gembloux et le Skyros qui peuvent dialoguer au sein du roman de Yanis,
parce que ce monde disparu dont il a lu la description et qu'il permet de faire revivre, communique, mais sans se fondre, sans se confondre, devrais-je dire. Et quand je parlais tout à l'heure du roman d'Yanis qui nous fait découvrir ce qu'est un roman, mais justement, cette découverte, me semble-t-il fondamentale, que le roman permet aux choses de ne jamais se confondre. La grande idée qui viendrait de tout résumer, c'est que le roman ne fait jamais la synthèse de quoi que ce soit. C'est un art essentiellement antisynthétique. Sì, quindi questo gemellaggio appunto è il segno di un mondo che è sempre più piano, cioè senza frontiere, che tende a cancellare le differenze. Tutto è unificato in questo processo, diciamo, che caratterizza la modernità. Ora, anche il romanzo tende all'unione, tende a unificare, ma l'unità a cui tende il romanzo è ben diversa dall'appianamento esterno, perché il romanzo unisce, nel senso che mette in comunicazione elementi diversi, ma senza confonderli, senza produrne quella sintesi che poi ci impedisce di apprezzarne le differenze. Quindi Isabelle Daunet conclude: il romanzo è l'arte antisintetica per eccellenza. Et cet art antisynthétique qu'est le roman, c'est ce qui le distinguerait comme forme de connaissance de tous les autres modes de connaissance. La philosophie tend à la synthèse, l'histoire tend à la synthèse, la poésie tend à une forme de synthèse, même l'essai, qui pour moi est un des arts les plus proches du roman, tend toujours à la synthèse, même si l'essai va vouloir compliquer. L'essai, il y a toujours la tentation terrible de la synthèse. Moi-même, je suis en train de faire de la synthèse. Le roman lutte contre ça. Le roman est antisynthétique et c'est un des seuls arts qui agit en ce sens. Et on retrouve l'idée qu'a déjà évoquée Yanis, qui nous permet de faire le dialogue avec Lakis Proguidis, qui est ici présent. Le roman comme étant l'art qui inclut le hasard, et le hasard non pas comme la pelure de banane sur laquelle on glisse dans la rue, mais le hasard comme l'élément qui ne peut jamais être intégré, dont on ne peut jamais faire la synthèse. Le hasard, c'est l'accident, c'est l'inattendu, c'est l'objet, le personnage, la situation qui ne peut pas s'unir de façon claire, de façon rationnelle à un événement. C'est ce qui résiste à la synthèse. Donc le roman comme l'art du monde sérieux plus autre chose, c'est une autre façon, me semble-t-il, de dire ce que j'essaie d'exprimer ici. Allora questa tensione antisintetica sarebbe proprio l'elemento che contraddistingue la specifica forma di conoscenza del romanzo, e la contraddistingue anche rispetto ad altre arti o altre discipline, anche rispetto al saggio, che è forse l'arte più vicina al romanzo. Il romanzo quindi sarebbe l'unica arte davvero antisintetica. E perché? Perché include sempre il caso. Il caso è l'unico elemento che non può mai davvero essere integrato a niente. È quel qualcosa che non potrà mai essere completamente assimilato. Il caso può essere un evento, un personaggio che comunque, diciamo, rompe questa fusione. È l'elemento, il caso, che resiste alla sintesi et che contraddistingue il romanzo. Et donc, parmi ces éléments que le roman, j'allais dire que le roman accueille, il fait plus que les accueillir. Le roman est constitué de ces éléments donc non synthétiques, le hasard. Il y a aussi, et Lakis Proguidis en parle, mais Yanis en parle encore plus, il y a la notion de l'autre. Le roman accueille l'autre. Et toute l'œuvre de Yanis, et c'est pourquoi il faut la lire, porte précisément sur ce dialogue constant entre le personnage, le héros, le narrateur, et l'autre qui est son frère mort, mais l'autre qui est Skyros, l'autre qui est la vieille femme en fichu,
l'autre qui est son père, l'autre qui est sa mère, qui est en lui, mais qui demeure toujours autre. Non pas au sens devenu courant du terme de l'altérité dans la célébration multiculturelle des différences, mais l'autre dans sa véritable altérité, dans ce qui ne peut pas justement être réuni, mais avec quoi on peut constamment dialoguer. Et je vais laisser Yanis nous parler de ce thème. Qui, sì, quindi il caso è l'elemento che resiste alla sintesi. Il caso è, possiamo dire, l'altro che poi è il tema di tutta l'opera di Yanis Kürtzakis, cioè il dialogo con l'altro che può essere il padre, la madre, Skyros, tutto quello appunto che è diverso da noi. L'altro però non come si dice di solito, come l'altro della scienza, ma l'altro da scoprire nella sua vera alterità in rapporto a noi. Quindi ora, insomma, lasciamo anche la parola a Kürtzakis. Merci. Alors, 3 choses pour être bref et pour donner la parole au public. D'abord, Skyros Jean-Blou. Ce hasard qui est le hasard de la vie, voilà la rencontre encore du mois qui parle du livre qu'il écrit. C'est le hasard qui fait que le hasard devient une nécessité, pour prendre la formule de Monod. On réfléchit et on compare et on compare. Et on voit que Skyros et Jean-Blou sont devenus un seul monde, les deux banlieues de notre province mondialisée, comme je dis. Et pourtant, non. Il faut comparer encore, il faut trouver le détail. Et là, c'est l'idée d'Isabelle qui revient tout le temps dans son livre « Les grandes disparitions », où elle parle de, justement, c'est nécessaire de comparer dans le roman, n'est-ce pas? Autrement, si on ne compare pas, si la mémoire, si le passé n'éclaire pas le présent et vice-versa, on ne voit rien. Et alors c'est comme ça qu'on devient peut-être les sentinelles de l'avenir, comme tu dis. Et les gardiens, tu dis, non pas les gardiens du passé, je suis d'accord, mais les gardiens de la mémoire. Les gardiens de la mémoire qui nous ouvrent vers l'avenir. Et en réfléchissant aujourd'hui, si j'avais à poursuivre cette œuvre, je verrais de nouvelles choses. Parce que, bon, première étape, Skyros Jean-Blou, deux mondes totalement opposés. Deuxième étape, aplanissement, totalement, comment dire, indifférenciation, et pourtant non, il y a une différence et on le sent, on l'a senti ces dernières années, on le sent de plus en plus avec la crise européenne et la crise mondiale, on sent que vraiment tout ça ne tient pas, cet aplanissement ne tient pas. Il y a des différences qui surgissent. Et on l'a senti vraiment avec, je sais pas moi, il y a 2 Europes ou 3 Europes dans cette Europe qu'on vit. Alors, la comparaison, alors voilà les sentinelles de l'avenir. Alors, voilà le premier thème. Allora, diciamo, 3 cose per essere brevi e lasciare poi la parola al pubblico. Per prima cosa, Skyros Jean-Blou. Un caso della vita, questo gemellaggio di cui si è parlato prima, è un caso che diventa necessità. Skyros e Jean-Blou sono, come lui dice, les deux banlieues de notre province généralisée, le 2 periferie della nostra provincia generalizzata, la nostra provincia generale. Però no, non bisogna fermarsi a questo, bisogna capire e comparare, come ce lo insegna Isabelle nel suo libro, che non lo continua a ripetere. Il passato e il presente dialogano, sono un dialogo costante e si illuminano a vicenda. È solo in questo modo che ci possiamo possiamo diventare le sentinelle del futuro, guardiani della memoria che ci permette di aprirci al futuro. Dice che se lui adesso potesse riscrivere, continuare a scrivere ancora il suo libro, aggiungerebbe qualcosa, perché appunto poi le cose cambiano nel tempo. Quindi ci sarebbe un primo momento, Skyros e Jean-Blou, in cui i due momenti, i due luoghi si oppongono. Poi ci sarebbe, diciamo, questa fase di appiattimento e indifferenziazione di cui si è parlato, però poi ce ne sarebbe un'altra, perché a un certo punto le differenze tornano a galla, si impongono e le vediamo quotidianamente, le vediamo adesso con la crisi dell'Europa e del mondo. L'appiattimento non basta, non c'è solo questo, e lo sappiamo bene, lo vediamo, l'Europa non è una sola, ma ce ne sono 2 o 3 o di più, insomma. De l'avenir, donc. Alors, deuxième thème,
le hasard, ça j'ai eu un peu de mal à comprendre. C'est Isabelle qui m'a mis sur la piste de Lakis, mais le hasard, j'ai vu que la rencontre hasardeuse avec une autre personne. Alors là, ça m'a illuminé. Le passage que tu m'avais donné ne m'avait pas éclairé suffisamment de Lakis. Et ensuite, il y a une autre idée très importante chez Lakis, qu'il n'existe pas un romancier qui ne dirait pas que la vie de ses personnages lui échappe. Alors, c'est curieux parce que je l'ai senti aussi avec mes personnages, qui sont des personnages réels. Alors, dans quel sens leur vie m'a échappé? Non seulement parce que je ne la soupçonnais pas, parce que j'étais petit, j'étais très, très, très jeune pour rendre compte, mais surtout parce qu'en devenant des personnages ou des êtres de romans, comme tu dis, ils sont devenus autres que ceux qu'ils étaient dans leur vie, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait toute une partie de leur moi qui leur échappait à eux-mêmes, et que donc je devais explorer. Et ensuite parce que j'ai tenté d'explorer le spectre infini de leurs possibilités, enfin une partie du spectre infini de leurs possibilités, comme dit Massimo, parce que leurs possibilités sont infinies justement, notamment les possibilités avortées tant qu'ils étaient en vie. Donc tout cela se transformait au fur et à mesure où j'écrivais le roman. Le roman était à la fois un apprentissage de ces personnages et un apprentissage de moi-même. Et donc l'autre, le troisième thème on n'a pas eu le temps de traiter, c'est la variation. Tu écris, Isabelle, que dans le roman, Yanis n'est pas le double de Haris. Il en est une variation. Et c'est très important parce que tout le livre est construit comme des variations sur un thème. Et le thème initial, c'est un thème quasiment philosophique, abstrait, mais qui devient de plus en plus concret dans la mesure où au fur et à mesure où le livre avance, la trilogie avance. C'est le même et l'autre, mais c'est le dedans et le dehors. C'est une histoire que je crois que quelqu'un va le lire ici plus tard. Le dedans et le dehors. Le dedans et le dehors, c'est-à-dire une chambre fermée, et puis une vitre, et puis le dehors, et puis le petit enfant qui regarde. Tout ça, c'est un thème encore du double, mais de la variation. De la variation et de la non-synthèse, parce qu'il y a une interpénétration sans synthèse. Ensuite, c'est le... Je peux traduire? Oui, pardon, excuse. Allora, il secondo tema è il caso, le hasard. Isabelle mi ha fatto capire meglio Lakis, delle cose del libro di Lakis che non avevo capito. Cioè parlandomi l'incontro casuale di un'altra persona, e a un certo punto Lakis nel suo libro su Rabelais dice che non esiste un romanziere che non ti dice che a un certo punto i personaggi gli sfuggono di mano. Ogni vero romanziere dice questa cosa: a un certo punto i personaggi mi sono sfuggiti di mano, e Yanis stesso se ne è reso conto, è successo anche a lui. Diventando esseri romanzeschi, personaggi di romanzo, i personaggi e le persone reali diventano qualcos'altro, e lo diventano per due motivi sostanzialmente. In primo luogo perché il romanzo esplora una parte del loro io che sfuggiva a loro stessi, che loro stessi non avevano esplorato. E in secondo luogo perché viene esplorata una parte inesplorata delle loro possibilità esistenziali. Perché inesplorata? Perché loro stessi non le avevano potute vivere e gliele fa vivere lui nel romanzo. E terzo tema, quello della variazione, e lì mi sono un po' persa, quindi magari può ripetere. Comunque lui dice che nel suo romanzo il personaggio è una variazione di Yanis, il personaggio stesso. Là je vais terminer sur ça, Okay. c'est-à-dire 2 mots encore pour faire. Ancora volevo dire la cosa, oui. c'è sempre questa questione della variazione, una variazione che si concretizza. Si parla continuamente dello stesso, dell'altro, del dentro e del fuori, che viene concretizzato costantemente in alcune immagini, come l'immagine della camera chiusa e aperta sull'esterno, di un ragazzino che guarda dentro e fuori, e poi il resto. C'est le passé et le présent, c'est l'ici et l'ailleurs. Je dis le dedans et le dehors, c'est la Grèce et l'Europe aussi, et vice-versa. Donc il faut qu'il y ait un extérieur, comme tu dis, Isabelle, pour qu'il y ait une comparaison. Il faut quelque chose comme ça. Voilà, moi je crois qu'on a terminé, on peut donner la parole, mais si tu veux dire encore un mot. Ancora una cosa su questo, quindi allora appunto questi continui contrasti tra passato e presente, qui e altrove, la Grecia e l'Europa, deve esserci sempre un esterno, un qualcosa di esteriore, perché ci sia la possibilità di comparare.
Allora, ringraziamo Isabelle Giannis, on a eu un problème parce que Giannis c'est la version italienne, Ioannis il y a la version grecque, Yannis c'est la version française. Oui. Mais tu te rends compte qu'ici, on a eu le courage de nous dire que comme tu avais signé Ioannis Kourtsakis n'était pas la même personne que Giannis Kourtsakis. Donc c'est incroyable. L'altro, sì, l'autre, c'est l'autre. Alors, on a un quart d'heure, je pense, parce qu'après, on va faire une petite pause café, cigarette. Surtout cigarette, moi, on est les derniers, comme on le sait bien. E se c'è qualcuno che ha qualche domanda, naturalmente voglio dire, bon, il faut faire toujours la traduction de moi-même, ma voglio dire due cose. La prima, naturalmente, è che l'Italia, dico Trento in quanto Italia, e posso dirlo con molta modestia, ma allo stesso tempo con molta certezza, tout ce qu'on vient de dire sur le roman n'a même pas l'idée de ce che se passe. Voglio dire che in Italia il dibattito critico non ha niente a che vedere con tutto quello che diciamo qui oggi, c'est-à-dire que dans les débats critiques littéraires, il n'y a rien de tout cela. Peut-être dans le monde, mais quand même on est en Italie. Quindi penso che magari alcuni studenti, studiosi, dottorandi che partecipano a questo incontro avranno una vera esperienza con l'altro, oui, avec l'autre. Da un certo punto di vista gli scrittori, i saggisti che sono qui sono davvero l'autre par rapport au même della critique littéraire mondiale. Quindi penso che sicuramente qualche idea, qualche spunto, qualche suggestione l'avranno tratta. Quindi direi, se qualcuno ha qualche domanda, avete visto che Yannis citava Isabelle citava Yannis citava Lakis, che poi parleremo, naturalmente si parlerà del libro che ha appena pubblicato, che è un libro molto importante su Rabelais, il romanzo. Hanno citato Marc Bienchik. Quindi non so se qualcuno vuole fare qualche domanda, se c'è qualche curiosità anche. S'il y a quelqu'un qui veut demander même quelque chose de curieux, s'il y a quelque curiosité. Moi, j'ai les micros. Et sinon... Ah bon. Tu étais convoqué. Non. D'abord, non, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas continuer, c'est parfait, tout est dit. Non. Mais c'est génial parce que cette coïncidence, c'est rare, parce qu'on a le dialogue entre un essayiste, excusez-moi le masculin, c'est un titre général, un essayiste et un romancier. Et les deux découvrent leur art chemin faisant. C'est-à-dire chacun explore ce qu'il ignore au départ. C'est mon cas d'ailleurs, avec l'essai, c'est pareil. Et quand Isabelle a écrit Frontières du roman, je crois que tu ne connaissais pas Kourtsakis à l'époque. Et c'est presque la preuve de ce livre, justement, qui vient après. N'est-ce pas? C'est l'exemple parfait de la justesse de ta pensée. Donc, avant de continuer, parce que c'était un deuxième volet que je parlais un peu de Yannis, est-ce qu'il faut traduire ce que je dis? Dice che è fantastico il fatto che ci troviamo di fronte al dialogo tra un saggista e un romanziere e che li vediamo proprio mentre fanno quello che è il loro mestiere, quello che devono fare, cioè scoprire l'arte man mano che la scrivono, che ne parlano, l'arte del romanzo. E
Poi dice che probabilmente sicuramente quando Isabelle Daunet ha scritto il suo libro Frontières du roman, non conosceva Kurziakis e poi l'ha conosciuto in seguito, e diciamo l'opera di Kurziakis è una specie di prova di quello che lei ha scritto in precedenza. Puisque notre sujet est la connaissance romanesque, j'aimerais parler quand même un peu de mon expérience par rapport à Yannis. Moi aussi, j'avais ce désir à un moment dans ma vie d'écrire des livres. Et c'est plus tard que j'ai découvert que je suis un essayiste. Et c'est ça qui me satisfait pleinement, de chercher d'avancer dans l'art de l'essai. Et je sais maintenant très bien, c'est-à-dire depuis 5-6 ans, que la situation romanesque explorée par Yannis est unique et utile pour mon travail. Et je m'achemine peu à peu à exprimer en termes intelligents l'homme dicolique, ce qui est unique, c'est-à-dire, comme on dit, l'homme kafkaïen ou l'homme kundérien. Il y a un homme dicolique ou dicolien, peu importe, on trouvera le terme, on imposera, mais pour l'instant c'est unique. No. Allora, adesso voglio parlare della mia esperienza, della mia esperienza con Kurziakis, con Yannis. Anch'io, come lui, volevo scrivere dei libri. Non sapevo bene cosa, poi a un certo punto ho capito che sono saggista e che questo voglio scrivere, e sono assolutamente soddisfatto. So bene, da almeno 5-6 anni, che la situazione romanzesca esplorata da Kurziakis è unica ed è utile per il mio lavoro. Voglio parlare in termini, diciamo, intelligenti, in termini saggistici, dell'uomo dicolico, cioè l'uomo che sarebbe un po', come dire, l'equivalente, però nell'opera di Kurziakis, parlando dell'opera di Kurziakis, di quello che si dice l'uomo kafkiano, l'uomo kunderiano, cioè quel particolare essere che ha scoperto solo lui. Donc, je le répète, c'est pour expliquer certaines situations humaines pas explicables d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, là, on bute sur des situations qu'on ne peut pas éclairer qu'en se référant à une exploration romanesque. E ci tiene a dire proprio questo, che quando dice l'uomo dicolico è per spiegare una situazione umana che non si spiega altrimenti. Si inciampa se si prova a spiegarla in altri termini, non si capisce cosa significa se non passando attraverso l'esperienza del romanzo, che apre proprio questa situazione esistenziale. Et je termine là-dessus en corrigeant, je sais que c'est un éloge que tu fais, Massimo, à Yannis quand tu dis que c'est le Proust grec. Ça, je le sais que c'est un éloge, mais en même temps c'est une erreur, parce que est-ce qu'on dira un jour que Proust et Kurziakis français? C'est impossible, mais c'est juste quand même, parce que c'est autre chose, c'est autre chose. Si c'est possible, d'où la situation d'icolien, il faut dire c'est notre Proust Gogol, c'est notre Gogol prousticé, donc c'est difficile à dire qu'il y a le mariage des situations inconcevables qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut les marier, comme l'individu et l'art anonyme, par exemple, parce que quand on est dans Proust, on est dans l'individu. Il y a plein champs. Mais quand on est dans Kurziakis, on est dans les schiros de carnaval en même temps. Voilà. Un petit mot là-dessus. Posso tradurre con questo? Ci puoi tradurre? Oui. Giusto una cosa, ci teneva a dire che l'elogio, è chiaro che quando Massimo Rizzante dice che Kurziakis è il Proust greco, vuole fare un elogio, però è un errore, perché mai verrà detto che Proust è il Kurziakis francese, cioè non verrà mai detto. E quello che si potrebbe dire, che semmai, per cercare di trovare quella qualità unica, che è il nostro Proust Gogol,
quello che si dovrebbe riuscire a definire quello sposalizio che si crea nella sua opera tra situazioni inconcepibili. Con Proust siamo in pieno individuo, mentre invece il tema, la questione, l'argomento di Kurtziakis è il carnevale, che è quello, è lì che si gioca tutto. E adesso. Comme je suis sensible à la culture populaire, ce qui m'a frappé chez Proust, c'est justement que chez lui aussi, il y a la culture populaire. La Françoise, la cuisinière, elle parle un français qu'il considère plus pur que celui qu'il entend autour de sa classe bourgeoise ou chez les aristocrates. Et puis il voit les vitraux, le Moyen-Âge, et lui revient. Et donc c'est la mémoire. C'est la mémoire, c'est l'ancrage dans la mémoire, évidemment. Dans la France du début de la fin du 19e siècle, du début du 20e, il n'y avait pas cette culture populaire si vivante qui existe en Grèce. Donc, une autre chose qui est très importante pour la connaissance romanesque, c'est que le roman est forcément universel. Il est universel parce qu'il est local, parce qu'il est enraciné dans un lieu. Et Lakis, encore parlant de mon travail, dit que ce que sépare le lieu réuni, ce que sépare le temps, c'est-à-dire on se promène sur une plage en Grèce et on sent qu'Eschyle est là. Eschyle, les morts, c'est pas seulement mes parents, c'est Eschyle qui est vivant en moi, Homère qui est vivant en moi. Et ça, c'est le privilège d'une civilisation très ancienne. Voilà. J'ai fini. Sì, ci tiene a dire che la cultura popolare però è presente anche in Proust. Pensa a Françoise che parla un francese che è convinta che sia più puro dei borghesi che la circondano. È Françoise che guarda le vetrate e torna le torna in mente il passato medievale, è la memoria che ritorna, la memoria di cui si parlava prima. Il romanzo è universale perché è locale, è radicato in un luogo, sempre. Lakis ha messo in evidenza un elemento che è presente nell'opera di Kurtziakis, cioè il fatto che appunto come il passato ritorni sempre e appunto si cammina su una spiaggia in Grecia e senti che Eschilo è lì, che Omero è lì, non solo i suoi morti, i familiari, ma tutti, non solo il fratello, ma appunto e questo è un privilegio delle civiltà antiche. Cioè, Grazie. Kurtziakis ha detto grazie. Allora, avete qualche altra curiosità? Tu mi fai vedere l'ora. Però va bene, ma no, siamo alle 11:15, non sono neanche le 11:15. Sono le 11:10. Sì, la piccola pausa di un quarto d'ora. Quindi siamo alle 11:30. Allora, la pause c'est un quart d'heure, jusqu'à 11h30. Et après, disons qu'on peut terminer à 1h, parce qu'après, à 1h, on doit aller au restaurant. Et après, on recommence à quelle heure? Non, mais... Ah oui, à 15h, donc. Non, maintenant... Bon, on remercie les deux participants.